دمشق. Salam alaikum, Azul, bonsoir. Karim Tabou. Karim Tabou a été introduit aujourd'hui à la salle d'audience, le visage en sang. Il était très mal en point et boité ostensiblement. Ses avocats ont été informés par le parquet que le fourgon qui le transportait a eu un accident de la circulation. Le problème est que malgré la gravité de l'événement, un politicien qu'on ramenait de la prison au tribunal qui a un accident, sans autre information, ça s'interpelle. Et aucun communiqué n'a été diffusé par le procureur général. Ni de déclaration, ni une quelconque explication, rien. Ce qui a tout naturellement suscité beaucoup d'interrogations et des spéculations en tout genre. Rappelons, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas, que Karim Tabou est une personnalité politique de premier plan, qu'il est un ennemi farouche de ce régime qu'il a jeté en prison, qu'il est l'un des rares véritables opposants politiques à ce régime, et que Karim Tabou, qui avait été libéré par une juge avant d'être réincarcéré de nouveau, il n'y a pas très longtemps, son cas avait défrayé la chronique, signalant au passage que la juge qu'il avait relaxé a eu de très sérieux ennuis. Oui, Karim Tabou est devenu, par la force des choses, une figure emblématique du Hirak. Et il ne fait aucun doute qu'il sera très certainement appelé, dans un futur qui est déjà là, à jouer un rôle dans l'Algérie de demain, dans l'Algérie sans le régime actuel, qui s'accroche de toutes ses griffes et de tous ses crocs et qui n'a plus que peu de temps, très peu de temps à vivre avant d'être emporté par la crue qui enfle chaque jour. Comment dans ce cas ne pas envisager la possibilité d'une tentative d'assassinat pour faire disparaître ce politicien qui dérange? Oui, à partir du moment où le procureur général ne communique pas, où personne ne nous dit ce qui s'est passé, à partir du moment où nous voyons un prisonnier politique arriver dans le tribunal, le visage ensanglanté et bandé, et en train de boiter très, très ostensiblement, avec un visage complètement qui signifie qu'il s'est passé quelque chose, comment ne pas croire qu'il y a eu peut-être une tentative d'assassinat? Mais il y a une autre hypothèse, celle d'une aile de ce régime qui tente de tout faire et tout entreprendre pour plonger le pays dans la violence. Tous les Algériens le savent, qui manifestent désormais 3 jours par semaine, et que le régime tente de faire basculer dans la violence par tous les moyens. Oui, tous les Algériens savent que l'unique et dernière chance de ce régime de se maintenir à la tête du pouvoir est de précipiter le pays dans la violence. Seul domaine d'expertise de cette mafiocratie qui a démontré au monde entier comment elle s'est provoquée puis manipulé la violence et la retourner contre quiconque tente de la contester, quiconque tente de la chasser. Quand on sait de quoi est capable ce régime, quand on sait jusqu'où il peut aller pour se maintenir, pourquoi ne pas envisager que cet accident, entre guillemets, n'en est pas un et qu'on a peut-être cherché à liquider Karim Tabou? À plus forte raison que cette initiative du Hirak de passer à un 3e jour de manifestation par semaine a été ressentie par le régime
comme une menace très sérieuse pour sa propre survie, comme une annonce d'une montée en cadence du Hirak qui va naturellement l'amener à une phase de désobéissance civile. Et il n'est pas sans savoir, ce régime, et tous ses relais, que si le Hirak entre en désobéissance civile, la situation deviendrait vite intenable pour lui. La question de savoir si Karim Tabou a été victime d'un accident de la circulation ou d'une tentative d'assassinat est une question légitime que nous nous posons et que nous continuerons à poser jusqu'à ce que nous obtenions une réponse qui se tienne. Algérie, le régime entre débâcle et panique. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Moussab Hammoudi, chercheur en sciences politiques à l'EHESS. Merci Moussab d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation, merci aux téléspectateurs et aux invités. Merci. Depuis la Suisse, Mourad Salhi, militant politique, est avec nous en Skype. Mourad Salhi, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamel, merci pour l'invitation. Salutations aux invités et bonsoir aux téléspectateurs. Merci. J'aimerais que la régie vous appelle au téléphone en même temps pour que vous soyez avec nous au téléphone et en Skype parce qu'on ne vous entend pas très bien. Alors, nous avons avec nous Adel Jabbar depuis le Canada qui sera avec nous au téléphone. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Salutations à tous vos invités et à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci Adel Jabbar, restez avec nous. Et nous allons commencer par Zoubida Assoul, maître Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP. Zoubida Assoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamel, merci pour l'invitation et je salue tous vos invités à travers le téléphone ou le Skype. Merci. Alors, vous nous avez demandé de vous libérer assez vite, donc c'est pour ça que nous vous prenons en premier. Alors, d'abord au sujet de cette histoire de Karim Tabou, qui arrive le visage ensanglanté et bandé, qui arrive en boitant devant le juge. Qu'est-ce qui s'est passé, Zoubida Assoul? En fait, moi, ce matin, je n'étais pas au tribunal pour le verdict parce qu'aujourd'hui, c'était censé que le verdict soit rendu. Il a été d'ailleurs rendu, un peu en retard parce que l'audience correctionnelle devait commencer à 9h30, comme à l'habitude. Me dit-on, d'après les confrères, les gens qui étaient là-bas, qu'il avait le nez bandé et il marchait difficilement. C'est ça de visu ce que les confrères et les consoeurs qui étaient là-bas nous ont dit. Maintenant, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, c'est trop tôt pour dire parce qu'on n'a pas l'information. Moi, personnellement, comme vous le savez, je suis très rigoureuse sur des choses et on ne peut pas dire n'importe quoi quand on n'a pas des informations confirmées à la fois par le concerné, parce qu'aujourd'hui personne ne pouvait le voir, ni la défense après sa sortie du tribunal, ni sa famille. Donc il faudrait qu'on attende que la défense aille le voir, enfin certains avocats ou sa famille, pour avoir les informations réelles et ce qui s'est passé durant le trajet qu'il a transporté de la prison de Koléa jusqu'au tribunal de Saïd Hamden. Ce qu'on peut dire d'abord sur cette décision, même si
en tant qu'avocate, on est tenu par le respect des décisions de la justice. Nous avons d'abord, je peux rassurer les amis, les gens qui s'inquiètent, que nous avons le droit de faire appel de cette décision. Donc, Je rappelle Zoubida Assoul qu'il a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que Karim Tabou ne peut être libéré que le 26 mars prochain. Donc, dans 2 semaines, il sera libre parce qu'il aura terminé les 6 mois que le tribunal a confirmé à travers sa décision. Les 6 autres mois seront des 6 mois avec sursis. Déjà là, je peux vous dire qu'à travers le dossier que nous avons eu en tant que collectif des avocats à plaider devant le tribunal de Sidi Mohamed, on a fait toutes les démonstrations juridiques, politiques, que cette affaire n'est qu'une machination politique et que Karim Tabou ne pouvait pas toucher ni atteindre la sécurité et la stabilité du pays, ni encore moins toucher à une quelconque institution à travers le dossier qu'on lui a fabriqué. Karim Tabou est un politique, il a exprimé ses points de vue sur la situation politique en Algérie. Il a proposé sa vision, comment il voit le changement en adéquation avec les revendications populaires qui s'expriment depuis maintenant plus d'1 an. Aujourd'hui, c'est devenu une infraction que d'exprimer un point de vue politique qui ne soit pas en conformité ou, disons, en appui à la position officielle du pouvoir en place. Alors, en fait, quelques questions. J'ai quelques questions pour vous. Commençons par celle de ce supposé accident. Hein. On n'en sait rien. Oui. On ne sait pas s'il a fait un accident, s'il a été battu, s'il a été blessé, on ne sait rien. Et vous-même, avocat, vous n'avez pas été obligé à lui parler. On ne peut pas, on n'a pas le droit. D'accord. Quand il vient pour lui rendre le verdict, on ne peut pas lui parler. D'accord. Alors, pourquoi le procureur général n'a-t-il pas communiqué, sachant que M. Tabou est une personnalité d'une très grande importance sur la scène politique algérienne? La moindre des choses aurait été que le procureur général ait communiqué par voie de communiqué ou une autre voie, ou par voie de presse, pour nous dire ce qui s'est passé. Or, motus et bouche cousue. Pourquoi donc ce silence du parquet général? Franchement, c'est Jamel, quand vous posez cette question, vous m'étonnez un peu parce que ce n'est pas dans les traditions, ni dans le comportement, ni dans la méthode de travail, ni de la justice, ni du pouvoir. Nous sommes devant un pouvoir institutionnel opaque qui ne se sent pas obligé de rendre compte, ni de communiquer, ni d'expliquer aux citoyens quand il y a une affaire ou quelque chose qui intéresse l'opinion publique. Donc, franchement, se dire pourquoi ils n'ont pas communiqué, c'est vraiment insulter un peu l'ordre établi. La deuxième des choses, c'est que la justice aussi, ce n'est pas dans ses traditions de communiquer. Si un jour elle a dû communiquer, c'est certainement venu d'un ordre supérieur qui viendrait de plus haut pour dire que sur telle ou telle affaire, il va falloir communiquer. Mais je veux dire, dans la tradition de la pratique judiciaire algérienne, on n'a pas ou ce souci de rendre compte ou d'informer l'opinion publique sur des procès qui intéresseraient l'opinion publique à travers, disons, le contenu de ce procès ou alors à travers les personnalités qui sont concernées par ces procès. Donc franchement, moi, ça ne m'a pas du tout étonnée. Ce n'est pas la première fois que la justice continue à rester dans son mutisme habituel. Donc ce n'est pas une première, c'est juste une continuité dans la pratique que nous avons toujours connue. Et est-ce qu'il est du droit de la défense d'exiger une réponse à ces questions, notamment celle de savoir ce qui est arrivé à Karim Tabou? Non, la défense est en droit de savoir ce qui se passe, parce que la défense a la possibilité, en tant que collectif des avocats, d'aller rendre visite d'abord à notre client, à notre prévenu Karim Tabou. On peut lui rendre visite en prison et savoir de lui directement ce qui s'est passé. Ensuite, s'il s'avère, selon les faits qui nous seront
donc rendu par Karim Tabou lui-même, on pourrait éventuellement, s'il y a des choses qui nous autorisent à déposer plainte, on pourrait le faire par la suite. Mais tant que nous n'avons pas eu Karim Tabou en direct pour savoir réellement ce qui s'est passé, pour l'instant, on ne peut pas exiger du parquet parce qu'on condamne. Vous avez bien vu hier, le collectif des avocats, nous sommes sortis après l'affaire de Khaled Drarni, de Samer Belarbi, de Hametosh. Deux ont été replacés sous mandat de dépôt sur des dossiers totalement vides, mais aussi Khaled Drarni, qui est un journaliste qui faisait son travail normalement avec une carte de journaliste et qui se retrouve placé en garde à vue pendant quand même 4 jours et ensuite on le place sous contrôle judiciaire, on lui enlève son passeport, on lui interdit de quitter le territoire national alors qu'il n'a commis aucune infraction. Il était juste en train de filmer et de couvrir les manifestations à la fois du vendredi et du samedi, c'est tout. Donc voilà, hier on est sorti avec nos robes parce qu'on était excédés par la décision du juge d'instruction quand il a décidé de placer sous mandat de dépôt Samer Belarbi et Hametosh Slimane et qu'il a placé aussi Khaled Drarni sous contrôle judiciaire. On est sorti avec nos robes devant le tribunal de Adban et on a fait une déclaration pour dénoncer qu'aujourd'hui la justice n'est plus une justice, c'est une justice qui est aux ordres des services de sécurité. Alors, la condamnation de Karim Tabou à un an de prison, dont 6 mois avec sursis. Est-ce à dire que pendant cette période de sursis, ils doivent s'astreindre à une grande réserve, un peu comme s'il était sous contrôle judiciaire? Et est-ce que, en cas où le régime estimerait que Karim Tabou serait sorti des obligations qui lui sont imposées par ce sursis, notamment par exemple se rendre à des manifestations, est-ce qu'il pourrait être remis en prison? Pas du tout, c'est Jamel. Le sursis, en fait, c'est une condamnation quand même pénale qui va s'inscrire sur son casier judiciaire, mais une fois qu'elle est définitive, parce qu'il ne faut pas oublier que cette décision est une décision en premier ressort, donc du tribunal. Nous avons l'appel devant la Cour d'Alger et ensuite nous avons la cassation devant la Cour suprême. Donc tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la décision définitive, ça reste une décision qui ne sera pas encore inscrite sur son casier. La deuxième des choses, c'est qu'un sursis, c'est comme une épée de Damoclès sur la tête de Karim Tabou. Mais encore, je vais vous dire que Karim Tabou a encore la première affaire de Coléa, qui est pendante devant le tribunal de Coléa, qui n'a pas été encore jugée, sur laquelle déjà il a été mis en liberté provisoire et mis sous contrôle judiciaire par la chambre d'accusation de la cour de Tipaza et qui est toujours en cours. Celle-là n'est pas encore terminée. Donc même s'il sortait, même quand il sort maintenant, il a toujours le contrôle judiciaire de la première affaire et sur le contrôle judiciaire, bien entendu, on lui a imposé quand même un certain nombre de conditions qui sont drastiques. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de faire de déclarations politiques, il n'a pas le droit de manifester, il n'a pas le droit d'un certain nombre de choses. Donc déjà des restrictions qui en fait des restrictions qui sont une prison politique pour ce qui est de l'expression. La politique, oui, c'est presque quand vous dites à un politique que vous n'avez plus le droit de vous exprimer, vous n'avez plus le droit de rencontrer les gens, vous n'avez plus le droit. Pour lui, c'est la fin, quoi. Il est en prison. Il est en prison. Autrement, ça veut dire qu'il n'a pas droit à la parole. Donc, alors, une dernière question. Dans tous les cas, il est dans cette situation. Une dernière question que je pose, non pas à l'avocate, mais à la présidente de parti. Alors, il semble que ce soit branle-bas de combat dans plusieurs partis dits de l'opposition qui se préparent activement aux prochaines législatives qui ne vont pas tarder à être annoncées, nous dit-on. Franchement, c'est jamais quand on parle d'élections législatives ou d'élections tout court, vraiment, ça me fait sourire, même si la situation qui prévaut dans notre pays ne laisse pas du tout à sourire. Bien au contraire, nous sommes très inquiets de l'escalade de répression d'abord.
Je peux vous dire, moi, mon témoignage personnel, c'est que le jour du 8 mars, on est sortis, les femmes manifestaient pour dire Maranash hna bash nehtaflou, mais on est là bash tarrahlo. Et on est parti jusqu'à Abban et il y avait un cordon de sécurité qui nous empêchait. Et moi-même, j'ai reçu pas mal de coups de pied de rangers, de certains policiers qui essayaient de nous empêcher de passer. La répression est vraiment montée de plusieurs crans depuis quelques jours déjà. La deuxième des choses, c'est que depuis qu'il y a des Algériens qui ont décidé de sortir aussi le samedi, les services de sécurité vraiment ont doublé de férocité, mais aussi les incarcérations. On a commencé à présenter beaucoup de gens. D'ailleurs, les gens qui ont été présentés avant Khaled Dararni et Samir Belarbi et Hamid Touch, il y avait des dizaines. Ils ont été tous convoqués pour une citation en direct pour le mois d'avril prochain. Ça veut dire qu'il y a des poursuites pénales qui continuent encore à se faire contre des citoyens. Et aujourd'hui, quand on a entendu hier la déclaration de l'actuel ministre de l'Intérieur, ça ne laisse rien augurer de bon parce qu'on est revenu encore aux déclarations il y a des gens qui veulent du mal à l'Algérie, il y a des gens qui veulent détruire l'Algérie, il y a des personnes qui veulent détruire l'Algérie. Voilà, on revient parce que ce pouvoir qui est en place est carrément en faillite de trouver des solutions à la crise politique, qui ne peut trouver sa solution qu'à travers une solution politique, mais aussi aujourd'hui, on ne peut pas parler d'élection parce que le peuple est dans la rue et je pense que continuer dans cette voie d'imposer vaille que vaille des décisions par le haut alors que le peuple cherche une transition démocratique qui permettrait d'abord d'assainir la situation, de faire un état des lieux et de faire un audit de la situation de gouvernance des 20 ans de Bouteflika. Aujourd'hui, on essaye de manœuvrer encore, de tricher, de faire des manœuvres dilatoires pour dire comme si les élections ou une nouvelle constitution allaient trouver la solution à la crise que vit le pays. Vous savez très bien, c'est Jamel, que l'actuelle constitution, avec toutes les tares qu'elle puisse avoir, puisqu'elle a été pervertie avec tous les amendements que Bouteflika a pu introduire durant son règne, il y a quand même certains droits et libertés qui sont consacrés, mais que le pouvoir en place ne respecte pas. Et la première liberté qui est consacrée, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de manifester pacifiquement, c'est la liberté de la presse. Or, ces trois libertés et la liberté de circuler, ces trois libertés sont mises à mal. Hier encore, on a fait on a plaidé le procès de Hassan Etofir, l'ancien policier qui a démissionné et qui a été frappé. Il avait un œil gauche complètement bleu sorti. Il a une vue qui a diminué de 10 à 5. Et le procureur l'a vu, 5 dixièmes, et le procureur l'a vu, et la juge l'a vu, et les certificats médicaux étaient sur place, nous l'avons plaidé, et malgré ça, le parquet n'a pas ouvert une enquête sur ces dépassements, sur ces agissements sauvages qui sont contraires à la loi, contraires à la morale, mais contraires aussi à la Constitution, qui garantit la dignité humaine et la protection et l'intégrité physique des Algériens. Donc aujourd'hui, comment peut-on, dans des circonstances pareilles, dans des conditions pareilles que nous vivons, sans parler de l'aspect économique, de la dégringolade du prix du baril du pétrole et de l'impasse dans laquelle se trouve ce pouvoir à la fois sur le plan économique, social et politique, comment peut-on parler des élections et comment peut-on encore faire passer la pilule aux Algériens qui sont très conscients des enjeux que de dire que c'est une constitution ou des élections qui vont régler la crise. Dois-je conclure que votre parti ne participera pas à cette farce électorale qui s'annonce? Franchement, c'est Jamel. C'est même pas une question à poser. Vous le savez très bien, notre parti, depuis le départ, nous sommes dans une
dans un regroupement de partis politiques qui s'appelle le PAD, donc le Pacte de l'Alternative démocratique. Et depuis le début, tous les textes que nous avons produits, toutes les rencontres que nous avons faites, nous avons proposé une transition démocratique, un processus constituant qui permettrait à l'Algérie d'assainir la situation, de repartir sur de bonnes bases et de reconstruire enfin un État de droit, un État des libertés et un État au service des Algériens et non pas au service de clans. Zoubida Assoul, merci infiniment. Au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Moussa Hamoudi, au sujet de cette histoire de Karim Tabou. Voilà que Karim Tabou est ramené de la prison au tribunal. Généralement, les fourgons, c'est escorté par des motards ou par des voitures de police, une devant, une derrière. Or, on nous dit qu'il a eu un accident de la circulation. Il était très mal en point, le visage bandé, et il boitait. Et il avait un visage qui était vraiment affecté, parce que ce qui venait de lui arriver, on ne sait pas quoi. Or, curieusement, et Mme Zoubida Assoul a très bien fait de me remettre en place, parce que ce n'est pas une question qui se pose pour qui connaît la justice algérienne, mais le minimum de décence aurait été que le procureur général, pas le procureur général, parce que c'est une histoire politique, communique pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Or, rien. Et même les avocats n'ont pas été autorisés à s'inquiéter, à demander à Karim Tabou ce qu'il en était. Donc il est arrivé, il est reparti sans que personne ne sache ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui nous interdit de penser qu'il a été victime peut-être d'une tentative d'assassinat? Rien ne nous l'interdit en vrai, parce que déjà il y a un ensemble de préalables. Quand on parle de ce régime, on ne parle pas de n'importe quel régime. On parle du régime algérien, militaire, autoritaire, selon le nationalisme tel qu'il était façonné, selon le processus historique, au cours des événements en Algérie. Ces préalables sont les suivants. C'est que c'est un régime que lorsqu'on le qualifie, on dit criminel. Oui. Donc quand on dit criminel, c'est qu'il a une appétence au crime. Il ne règle pas les problèmes de manière politique, mais de manière violente, selon le fonctionnement sécuritaire, et donc en faisant recours à l'assassinat, à la disparition, à extrajudiciaire. Des méthodes de mafia. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit mafiocratie. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'on sait aussi qu'il cible les activistes politiques. Et c'est pour ça que nous, on se précipite déjà, puisque ici on est dans le modèle symbolique, à dire que c'est ce régime-là qui est responsable de l'intégrité physique et psychologique de Karim Tabou, mais de tous les détenus. Parce que aussi, c'est un régime qui n'aime pas divulguer ou montrer les vérités. C'est pour ça cette histoire du procureur général, c'est une étape brûlée. Et dans ce cas-là, on sait aussi qu'il a une façon de faire qui est gérée par l'opacité, par le cachet, par le pseudonymat, par l'anonymat. Donc il essaye toujours de cacher ce qu'il fait, de se cacher lui-même. Et c'est pour ça que maintenant le centre de décision, qu'il soit général X ou Y, mais qu'on a maintenant l'habitude de nommer plus Antar, donc parce que c'est dans la caserne, le fameux centre de détention, de torture. Antar qui est relevé du DRS et qui continue de relever maintenant d'une direction issue du démantèlement du DRS. Tout à fait. Qui revient au même. Ce sont les sécuritaires de la police politique. Tout à fait, donc, les maîtres du jeu, voilà. Et donc c'est pour ça que eux, et seulement eux, sont responsables de ce qui arrive à tous les activistes politiques. Et selon ce qu'on connaît de leur manière de fonctionner, leur manière de faire, la sale besogne, dans le sens sécuritaire, non pas social et économique. Donc on est bien sûr enclin à poser ces questions, d'autant plus qu'ils ont essayé de l'assassiner psychologiquement en le mettant dans des conditions... D'ailleurs, Karim Tabou, lors d'une audience publique, dans le même tribunal, a fait part de tortures qu'il a subies dans ce même centre Antar dont vous parlez. Absolument. Et ce sont les pratiques conformément à la méthode, à la façon de faire de ce régime. Or, maintenant, justement, il y a un instrument, c'est qu'il y a des téléphones portables qui permettent à toute la population de divulguer, de distribuer, de rendre l'information très disponible. Et je suppose que c'est leur pire cauchemar à ces sécuritaires, parce que c'est quelque chose qui montre ce qu'eux, ils s'efforcent de cacher. Ils ne peuvent plus le faire à huis clos.
ce n'est plus comme ils l'ont fait possible. dans les années 90. Voilà, donc ils doivent s'efforcer, ils doivent faire vite pour expliquer ça, parce que sinon, de toute façon aussi, on sait que ces sécuritaires ne sont pas de fins stratèges, et donc ils recourent souvent à des méthodes très obtus, et donc il faut qu'ils nous expliquent, et justement, ils ont quelque part aussi rendu service à Karim Tabou, puisque en définissant le cadre juridique, quand est-ce qu'il va sortir, qui va être le jeudi 26 mars, ils ont tendu une bonne brèche au Hirak pour faire une escalade, puisque le 26 mars c'est un jeudi, donc le jeudi pour Karim, le vendredi et le samedi. Ouais. Et donc c'est que Et après le mardi. Et pourquoi pas, bien sûr. Alors, d'abord, nous venons de recevoir une info très importante. L'OMS vient de déclarer le coronavirus pandémie mondiale. C'est très grave. C'était attendu. C'est une information gravissime. Pandémie, pas épidémie, hein, oui, pandémie. Oui. Donc voilà, l'information est donnée. Adel Jabbar, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez de cette histoire Karim Tabou, dont nous ne savons rien jusqu'à maintenant, ce qui lui est arrivé. Sans préjuger de ce qui lui est arrivé, parce qu'on n'a pas les éléments, mais tout le monde peut imaginer un petit peu ce qui lui est arrivé réellement. Nous connaissons les méthodes brutales, violentes et sauvages de ce régime-là. Il y a beaucoup de gens qui ont été kidnappés, puis ils étaient en bonne santé, ils sont partis dans les sous-sols du DRS pour des enquêtes, et puis ils sont revenus dans un corbillard. Malheureusement, je me rappelle la tragédie qui est arrivée à un jeune, le gendre du commandant Asselin, un jeune qui a été enlevé à l'hôpital, puis 3 jours après, il a été dans la dépouille, il a été remis à sa famille dans un cercueil plombé où il était impossible de savoir ou de voir et de réaliser ce qui s'était passé. Bon, pour le Karim Tabou, moi je suis de ceux qui pensent réellement qu'il a été tabassé, qu'il a été torturé. Il l'a déjà été une fois dans les locaux du DRS à Anta. Il est venu tuméfié ce matin, blessé dans un état chaotique. Ça prouve tout simplement qu'il a été, encore une fois, torturé et violenté. L'Algérie, qui a ratifié la Convention contre la torture en 2006, semble être un pays très avant-gardiste en matière de droits et de protection des droits humains. Mais malheureusement, dans la pratique, nous sommes encore dans une sauvagerie qui rappelle l'époque de... Mais Adel Jabbar, si tel est le cas, si Karim Tabou a été battu à un point tellement grave que des traces lui en sont restées, et à quelques instants seulement avant qu'il ne soit présenté devant le tribunal, si ce n'est pas cette possibilité, ou s'il a été peut-être l'objet d'une tentative d'assassinat. C'est possible. Ceux qui auraient perpétré ce genre de crime, qu'est-ce qu'ils chercheraient à plonger le pays dans la violence? Parce que tout le monde sait que jusque-là, ce régime a tout fait pour plonger le Hirak dans la violence et que, fort heureusement, jusqu'à présent, le Hirak est resté de marbre et a refusé de verser dans la violence. Si tel est le cas, qui aurait pu donc provoquer ce genre d'incident? Sauf le régime dictatorial ne savent pas contrôler la non-violence et l'humour. Les Algériens les ont tués avec ces 2 armes invincibles, l'humour et la non-violence. Pour revenir à la torture et aux bastonnades des citoyens algériens, que ces gens-là ont osé perpétrer ce crime, parce que c'en est réellement un. Ils ne pourront jamais se disculper ou se protéger. Ce genre de crime est imprescriptible à vie. Et je suis définitivement certain que si demain, parce que Tabou et toutes les victimes des violences et des tortures ont le droit de déposer plainte auprès du procureur, s'il fait fi de ne pas les accepter, ils peuvent saisir un juge. Si le juge ne peut pas et ne doit pas et ne veut pas accepter leur plainte, ils peuvent écrire au ministère de la Justice et ils ont entre 3 et 6 mois. À défaut de réponse,
Mais on vient de nous parler, Hassan Zoubida vient nous parler de ce policier qui a rejoint le Hirak, qui s'est présenté devant le juge avec un œil au beurre noir, avec un certificat médical et une plainte, et personne n'a voulu l'entendre. Oui, mais ce n'est pas la fin de la procédure. Je vous dis qu'il existe encore des procédures internationales. Il y a des pays où il y a une extraterritorialité de la justice. Et tous les pays européens, tous les pays démocratiques le font. Vous voyez, Moussa, il s'est fait épingler par la justice suisse et il finira par payer. Donc ces gens-là qui sont en train de faire subir le martyre à nos concitoyens, à nos sœurs et à nos frères, qu'ils ne se disent pas demain, nous avons reçu des ordres. Parce que ceux qui leur ont donné des ordres vont leur dire, nous ne vous connaissons pas, c'est des ordres verbaux. Dans les pays démocratiques où la citoyenneté existe, où le citoyen jouit de tous ses droits, le policier qui vous arrête, il ne vous tabasse pas, il ne vous dit pas, il vous dit, ce n'est pas personnel. Je n'ai rien à voir avec vous, moi je ne fais qu'appliquer la loi, il vous fait un PV, il vous emmène au tribunal devant un juge qui est la seule instance pour pouvoir juger, vous condamner ou vous relâcher. Mais chez nous, c'est Doberman, ils ont été élevés dans la violence, ils reçoivent des ordres et on leur dit tabasser, ils tabassent. On a vu le comportement d'une sauvagerie et d'une brutalité inouïe de la part de petits flics qui touchent 2-3 millions et ils sont là en train de commettre des crimes. Et restez avec nous, Adel Jabbar, restez avec nous, je reviens à vous. Mourad Salhi, sur le même sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Alors voilà, donc je rejoins toujours ce qui a été dit, justement. Il faudrait juste rappeler quelque chose, Jamaldine, il faudrait juste rappeler quelque chose que c'est quoi l'histoire de Karim Tabou? L'histoire de Karim Tabou, c'est un homme politique, c'est un ancien secrétaire général d'une grande famille politique et démocratique, c'est l'FFS. Karim Tabou, en fait, à mon avis, parmi les rares Algériens et les rares politiques algériens, donc ils ont vraiment mis leur doigt sur la plaie. Et c'est quoi ces éléments? Les éléments, c'est que la sphère politique, il faudrait qu'elle soit neutre vis-à-vis de l'institution militaire. Ça a dérangé énormément, et notamment la police politique. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, Karim Tabou, parmi deux de ses dernières déclarations l'année passée, il avait évoqué le rôle de la France. Donc, Karim Tabou, je pense qu'il fait partie d'une poignée d'Algériens, malheureusement, et en politique, qui ont osé identifier c'est quoi vraiment les sources de notre malheur. Maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui avec Mourad Saleh, excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pourriez être plus clair? D'accord. Donc voilà. Donc je répète, Karim Tabou, il dérange énormément la police politique en évoquant le rôle de l'institution militaire représentée par les sécuritaires, certains généraux, dans la sphère politique. Ça, c'est un premier élément. D'accord. Le deuxième élément, à mon avis, Karim Tabou, il a aussi évoqué le rôle de la France, toujours derrière cette amitié ou bien ce couplage entre la France officielle et l'Algérie. Karim Tabou est clair, donc c'est très clair, il avait déclaré que la France, via la visite de Hollande, il s'est moqué de l'Algérie et des Algériens. Et à mon avis, d'après mon lecture, Karim Tabou, il fait partie des rares Algériens qui ont vraiment mis le doigt sur la plaie. Voilà. D'accord, je ne sais pas si d'accord. c'est clair. Oui, j'entends. Et puis maintenant, oui. Voilà. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Karim Tabou, qu'il soit un accident, tentative d'assassinat ou une torture, dans tous ces cas de figure, Karim Tabou, il est innocent. C'est quoi, en fait, c'est quoi l'infraction qu'a commis le citoyen Karim Tabou? Karim Tabou, il fait partie des 40 millions qui sortent pacifiquement et puis qui revendiquent des revendications politiques. Et puis Karim Tabou, c'est un politique. Donc, il est clair que le pouvoir a peur de ces gens-là. Est-ce que, dans le passé, le pouvoir algérien a commis les mêmes erreurs? Ça veut dire la même chose exactement, c'est systématique. Si on revient en arrière, après l'indépendance, il a liquidé pas mal d'hommes politiques qui étaient dignes de leur place au sein de la politique algérienne à l'époque. Autre chose, le cas de Hachani, c'était la même chose que Karim Tabou si on revient en arrière. C'était les gens qui ont vraiment mis toujours le doigt sur la plaie, sur la source de nos problèmes. Et puis je pense que Karim Tabou,
dérange aujourd'hui et en ce moment la mafia au pouvoir. Donc je ne parle pas de Tebboune et toutes ces marionnettes hein, dans la forme, mais je parle de l'arrière-façade. Mais Morad Saleh, quand vous voyez que Karim Tabou, qui avait été libéré une première fois, a été remis en prison et la juge qui l'avait relaxé a été très très embêté, quand vous voyez que Khaled Dararni, journaliste qui ne faisait que filmer, a été incarcéré, puis dans des conditions absolument rocambolesques, et puis accusé de choses, quand vous voyez que Samir Belarbi, qui avait purgé sa peine et qui avait enfin été libéré, vient d'être remis en prison. Qui d'autre, Moussab, qui a été remis en prison quand vous voyez le policier qui arrive au beurre noir, quand vous voyez Boumala qui a été acquitté quasiment, et un procureur qui fait appel pour le remettre en prison, ça veut dire quoi ça, Morad Salhi? C'est les faucons qui reviennent à la charge, qui ont fini par liquider le peu de colombes qu'il y avait dans ce régime? C'est exactement ça, Jamel, parce que tout simplement, lorsqu'il s'agit qu'on travaille en dehors du cadre donc, de la loi et de la justice et la juridiction, la police politique, voilà, selon les envies, donc elle a la carte blanche de faire comme elle a fait pendant les années donc, 90. Ça, c'est une habitude et puis c'est une preuve supplémentaire que donc, les dirigeants ou bien les détenteurs de l'Algérie actuellement, donc ils sont en panique. Pourquoi ils sont en panique? Parce que donc il y a quand même tout ce qui fait peur, même s'il s'agit des petits-enfants, les femmes, on a vu le 8 mars, c'était même la femme algérienne, elle était aussi victime de cette barbarie. Donc tout ce qui fait peur, il faudrait le réprimer, il faudrait l'arrêter, il faudrait l'étouffer. Donc ça, c'est une pratique qu'elle se confirme de jour en jour, d'événement à événement, qu'ils n'ont pas de solution. Et les déclarations officielles d'hier prouvent officiellement qu'ils n'ont aucune solution, et quand on dit aucune au sens propre du mot, pour répondre aux revendications du peuple algérien. Et restez avec nous, Morad, je reviens à vous dans un moment. Moussab Hammoudi, l'arrivée du samedi dans le Hirak, parce que jusqu'à présent, beaucoup de gens ont appelé à aller vers la désobéissance civile. D'autres ont dit que non, qu'il ne fallait pas aller directement vers la désobéissance civile, qui nécessite une organisation, une feuille de route. Et alors d'autres ont dit qu'il faut une montée en cadence pour aller vers la désobéissance civile, mais de façon contrôlée et par étapes. Or, le Hirak a appelé à la tenue d'une 3e journée de manifestation, c'est-à-dire le samedi, et rappelons que le samedi en Algérie est une journée travaillée, pas une journée chômée. Pour beaucoup, si cette journée, cette 3e journée est observée massivement par les manifestants habituels, c'est-à-dire qui se comptent en millions dans tout le pays, beaucoup de gens disent que si c'est le cas, que si le samedi est observé, alors là, nous serons entrés en désobéissance civile. À votre avis? Entrer en désobéissance civile, pas tout à fait, parce qu'on serait en train de la perfectionner. Nous sommes en désobéissance civile depuis le 22 février. Toutes ces manifestations sont en vrai contre les lois prévues par le régime. Donc en fait, le Hirak doit aussi perfectionner et assumer ces escalades. Et justement, ça, c'est un signal qui a été très bien reçu par le régime. On a vu une déclaration avec des mots très choisis du Premier ministre de Jarrad qui a dit, utiliser le mot atténué, qui est le juste opposé de escalade. Oui. Donc, et puis même les autres déclarations des autres ministres. Mais en fait, c'était un mot d'ordre un peu lancé par les sécuritaires et donc il a été repris par eux. Mais dans cette histoire du samedi, ils ont une peur bleue de ce samedi. Et c'est pour ça que le Hirak doit l'assumer, parce que c'est un face-à-face. Le régime a toujours joué la polarisation horizontale, donc des franges de la société, selon des appartenances ethniques ou idéologiques, il les fait jouer les uns contre les autres. Mais maintenant, le Hirak a un peu déplacé cette polarisation de l'horizontalité vers la verticalité. Donc on a la population qui est contre le régime.
Et c'est pour ça que ça va aller crescendo. En fait, toutes les options, tous les scénarios sont encore prévus. Il peut y avoir une petite cadence, un petit ajout, puis une accélération, parce qu'il faut réfléchir en termes d'accélération selon les choix. L'option de Tebboune d'aller vers des élections encore pour faire passer son projet, et avec cette mainmise et main de fer des sécuritaires, elle peut accélérer les choses. Et c'est une chose est certaine, c'est qu'au niveau de la population, le mur de la peur est complètement brisé, il a été complètement cassé. Nous, en tant que hirakistes, tout le Hirak voit les sécuritaires, il ne sait pas les nommer, mais il sait qu'ils sont aux commandes. Et donc, le problème est réglé pour l'escalade. L'escalade prendra son temps, mais bien sûr, il ne faut pas avoir peur. Il y aura une escalade, et même une escalade totale, parce que toujours... Pourquoi certains profitent le mot « monter en cadence » à escalade? C'est des positionnements timides, un peu des gens qui ne veulent pas utiliser... Pour ne pas inquiéter, pour ne pas alarmer. Tassaïd, c'est un peu ça, ça fait peur. Par contre, une montée en cadence, ça suppose des paliers, ça suppose une progression calme, oui, mais ça, c'est un peu ôter quelque peu l'intelligence des gens qui sont dans le Hirak. Maintenant, nous, on préfère utiliser les termes parce qu'il y en a qui font ces distinguos un peu littéraires. Ouais. Mais après, quand on voit la chose de manière politique, c'est atténuation pour le régime, c'est ce qu'il souhaite, et pour le Hirak, c'est l'escalade. Mais justement, allez-y, poursuivez. D'ailleurs, le mot escalade est partagé, on se le partage, nous et les sécuritaires, parce qu'eux aussi, ils sont dans l'escalade. Oui. Sauf qu'avec les événements récents, ils n'ont plus l'action, le monopole de l'action. Ils sont en réaction. Dans l'exercice du pouvoir, quand on est en réaction, on est en position de faiblesse. Oui. Et c'est pour ça que le Hirak doit aller dans cette escalade avec la mentalité de faire l'action, non pas en réaction aux sécuritaires. Alors, comment expliquez-vous que le Premier ministre parle d'atténuation, ce qui, à mon avis, est très modéré, très diplomate, très politicien, contrairement à ces deux ministres, commerce et intérieur, qui poussent le bouchon à un point incroyable. Le ministre de l'Intérieur qualifie le Hirak de complot, alors que son président parle de Hirak Bini, le Hirak el-Moubarak. Et plus que ça, ce ministre de l'Intérieur parle de partis étrangères qui seraient à la commande, et il les cite. Il dit Israël, rien que ça, hein, Israël, parce que c'est très vendeur, hein, ce genre d'argument. Mais pas seulement, il dit et un pays européen, tout le monde a compris qu'il parlait de la France, et un pays arabe, tout le monde sait qu'il parle de Qatar. Alors que, soit dit en passant, Qatar, dont la chaîne de télévision et Al Jazeera, ne parle quasiment pas du Hirak. Et quand elle parle, elle la soutient. Et quand elle parle, c'est plutôt d'une façon assez... Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce double discours? D'un côté, un Premier ministre qui se fait très calme, très modérateur, et de l'autre côté, des ministres quasiment hystériques. Ce tâtonnement est une déchirure qui correspond à la déchirure entre les généraux sécuritaires qui sont aux commandes. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai pas, quand on prend l'ensemble des mots-clés, enfin, des points essentiels des déclarations, il n'y a pas ils ont tous respecté le même mot d'ordre, c'est que essayer de dire que le Hirak doit cesser. Et même celui de la santé avec eux. Le ministre de l'Intérieur était quand même a fait foi d'une grande calamité argumentative, parce que justement, si on prend ces points, et il se retourne contre eux illico presto. Donc Israël, déjà, il reconnaît Israël. Pour nous, c'est l'entité sioniste. Ouais. Donc lui, il la reconnaît. Et puis la France, visiblement, on a vu les positions de Le Drian ou de Macron. Bon, quand elles ne sont pas très explicites, elles sont en faveur du régime. Et quand on se rappelle la lacrité de Hollande, mais bien sûr, on se rappelle son soutien au 4e mandat. Mais bien sûr, quand on prend les autres acteurs, que ce soit les Émiratis, que ce soit les Qataris, que ce soit les Turcs, ils sont tous en faveur du régime, et clairement. Donc tout ça est très facile à deviner. Donc il a essayé de jouer un peu la maladresse argumentative. Bon, voilà, ça nous donne encore, et ça renforce notre idée, et l'idée qu'on se fait de ce régime. Mais en tout cas, tout ça procède de la même chose, c'est qu'il y a ces sécuritaires ont dicté
un mot d'ordre à tous leurs bras politiques. Et d'ailleurs, dans le même sillage, on a vu Gilal et Sofiane qui parlaient de la même chose. Donc, ils ont agité plusieurs épouvantails, que ce soit les officiels, entre guillemets, ou que ce soit ceux qui Déjà, Sofiane Gilali, qui parlant du samedi, parle de désobéissance civile, justement. Et il dit, à qui cela profite-t-il? Il pose la question et il dit, plus que ça, il dit, le moment est venu d'écouter la voix de la raison, dont on ne sait pas laquelle d'ailleurs. Est-ce que c'est celle qui demande aux gens de ne plus aller au Hirak? Mais bien sûr, pour lui, ne pas aller au samedi? Mais bien sûr, c'est clairement ça. Donc, ils ont agité plusieurs épouvantails pour essayer. Maintenant, ils sont devant un dilemme, ces sécuritaires. C'est pour ça qu'ils ont agité ces bras politiques, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont dans une situation où, s'ils laissent faire, ils vont être engloutis par le Hirak. Il y a un jour de travail qui s'ajoute. Ah oui, oui. Et s'ils répriment, ils ne peuvent pas. Avec la crise économique qui déboule, avec... La crise économique, c'est encore plus grave parce que c'est venu... Et en fait, en économie, il faut la jumeler avec le coronavirus. En plus. Parce que ce sont des phénomènes qui viennent comme ça à l'improviste et qui perturbent l'équilibre. Qui sont liés, il y a oui, une corrélation. Mais bien sûr, les analystes les appellent les black swans, donc les signes rouges, les signes noirs. Donc parce que ça vient et ça perturbe tous les calculs de politique et géopolitique. Ici, quand ces éléments sont là, on sait, les puissances internationales ou ceux qui commercent avec l'Algérie sur le plan international, ils savent que l'Algérie ne peut pas tenir ses engagements, elle ne peut pas les respecter. Donc quel est l'intérêt? Les relations internationales, c'est toujours les intérêts. Quel est l'intérêt de continuer à travailler avec ce régime? Et d'ailleurs aussi, à un degré plus micro, on a vu avec le journaliste Khaled Drarni, dès son arrestation, il y a eu RSF, Reporters sans frontières, d'autres ONG au niveau international. Quelle était la réaction des sécuritaires? Ils l'ont relâché. Ils ont essayé quand même de le cadrer, mais il ne fera pas de la prison. Mais ils l'ont mis sous contrôle judiciaire. Mais bien sûr. Ça veut dire qu'il ne pourra plus filmer et nous envoyer ces images. Mais c'était ça, bien sûr. C'est ça qu'ils essayaient de faire. Mais en tout cas, ici, voilà ce dilemme, c'est que s'ils essayent de réprimer, ils ne pourront pas, puisque les données internationales ne le permettent pas. Et quand on fait un coup d'État ou on réprime, c'est toujours d'abord aussi une affaire internationale. Et s'ils laissent faire, ils seront engloutis par le Hirak. Donc, ils sont dans un dilemme et ils ne peuvent pas le résoudre parce qu'ils ne sont pas de fins stratèges. Alors, je viens de commettre un lapsus, plutôt une maladresse. J'ai dit Khaled Drarni qui ne pourra plus nous envoyer ces images. Je tiens à dire de façon claire que Khaled Drarni ne nous a jamais envoyé d'images, que nous les prenons de Facebook. Il ne manquerait plus que nous rajoutions quelque chose à son dossier qui doit être déjà plein comme ça. Khaled Drarni, que je salue, c'est un journaliste merveilleux qui est aux côtés de son peuple et que nous saluons très bas. Adel Jabbar, sur cette histoire du samedi qui arrive donc et qui semble poser problème au régime, qui le qualifie non moins qu'un début de désobéissance civile. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, la désobéissance civile est là depuis février 2019. Les Algériens n'ont pas attendu une autorisation de ce gouvernement illégitime et de ce régime illégitime pour sortir, battre le pavé dans la rue. Ils le font. C'est un droit constitutionnel, leur constitution le permet. Je ne comprends pas comment et pourquoi les Algériens sortent mardi, vendredi et qu'ils auraient besoin d'une autorisation d'un walou ou d'un ministre de l'Intérieur pour pouvoir sortir. Les Algériens sont libres de s'exprimer comme ils veulent. Aujourd'hui, il y a une énorme panique, y compris dans cette partie civile du régime, parce qu'il faut avouer une chose, c'est que ni Tebboune, ni le ministre de l'Intérieur, ni le Premier ministre, ni tous les ministres réunis ne décident de rien. La décision finale appartient à ces généraux qui se sont encore retranchés derrière le rideau. Leur justice, c'est à eux de dicter, c'est le téléphone qui sonne, toutes les orientations, toutes les grosses décisions, c'est encore les généraux. Oui, mais Adel Jabbar, juste une question sur ce que vous venez de dire. Là, on est d'accord, tout le monde est d'accord, personne ne peut dire non, peut-être ceci. On sait que les vrais maîtres du pays, du pouvoir, sont les généraux de l'état-major, ou du haut commandement, je ne sais pas comment on appelle ça. Le problème est que leurs subordonnés, c'est-à-dire Tebboune, le Premier ministre, les ministres, pourquoi ne tiennent-ils pas un seul discours
au moment où le Premier ministre parle d'atténuer, qu'il serait préférable pour l'économie, il ne parle même pas du reste, il parle pour l'économie, contre la crise actuelle, d'atténuer un peu le Hirak. Dans le même moment, son ministre de l'Intérieur pousse le bouchon jusqu'à considérer le Hirak al-Mubarak de Tebboune comme étant un complot d'Israël. Vous imaginez à quel point ils sont divergents? Comment expliquez-vous que des mêmes employés de même maître ne tiennent pas le même discours? Oui, mais chacun son niveau, chacun sa perception, chacun sa chimie, chacun son alchimie. Chacun essaye d'aboutir au même objectif. On a souvent dit que tous les chemins mènent à Rome, même si on devait prendre les raccourcis ou les montagnes. Donc chacun fait ce qu'il peut pour exécuter l'ordre de l'oligarchie militaire, qui leur disent « Trouvez-nous des solutions, nous n'arrivons pas ». Leur tout sécuritaire a échoué. Nous leur avons bien dit, avant le 12 décembre, que le peuple est inscrit déjà dans le 13 et l'après-13 décembre. Donc c'était une date qui n'était pas une fatalité pour le peuple algérien. Nous savions que le coup de force qui a été opéré par Gaïd Salah quand il avait destitué son ancien patron, a pu lécher les bottes, il s'est accaparé du pouvoir, et puis c'était le tout sécuritaire qui a prévalu. Jusqu'à maintenant, Tebboune est en train de nous envoyer des petites roses, mais toxiques, empoisonnées, parce qu'elles sont pleines d'épines, pour nous dire Hirak al-Mubarak. Au même moment, ces soufis sont en train de se déployer et de déployer une énergie extraordinaire pour neutraliser ce Hirak, pour le démanteler. N'oubliez pas que depuis avril 2019, il y a eu plus de 50 tentatives de division des Algériens. Ils ne se sont pas empêchés ni retenus pour pousser les Algériens à la guerre civile. Maintenant, c'est l'escalade de la terreur physique. En plus de la terreur morale, ils ne s'empêchent même plus de tabasser des vieux, des vieilles, des seniors, des adultes en pleine rue, sans retenue. Nous avons vu comment des Algériens étaient blessés, gravement laissés par terre, entourés par une bande d'hyènes en tenue bleue, mais sans que cela n'offuse personne. C'est quoi ce pays-là? Moi, je vais vous dire une chose, et voici réellement ce que je pense. Ce régime-là n'a absolument aucune chance. Aujourd'hui, ce régime est en net décalage par rapport à la société algérienne, par rapport aux jeunes Algériens. Les jeunes Algériens aujourd'hui sont nés avec Internet. C'est une jeunesse qui est mondialisée. Dans les pays développés, même les démocraties sont en train d'être remises en cause. Les peuples sont en train de dire à leurs dirigeants, nous n'avons pas besoin d'un gouvernement civil. Rentrez chez vous, vous êtes nos servants, exécutez nos instructions. Nous sommes la souveraineté, c'est le peuple. Maintenant, je vais un peu plus, et plus loin encore. Vous savez une chose, c'est quand un petit jeune algérien rentre dans un cybercafé, ou il rentre chez lui le soir à la maison, il se met devant son écran pour allumer son ordinateur. Il se sent citoyen, il se sent responsable. Il ne sent pas que le président lui est supérieur, que le général est plus important, que le ministre est plus important. Internet est une véritable démocratie. Et c'est ça, ce que cette junte militaire, vieille de 3 siècles, n'a pas compris encore. Ils sont en décalage. Je vais vous dire, laissez-moi terminer ça, s'il vous plaît, c'est très important. Oui. Aujourd'hui, et à partir de l'année prochaine, les États-Unis vont lâcher un satellite dans l'espace qui va offrir 24/24 Internet à toute l'humanité, que pourront faire des régimes totalitaires, dictatoriaux, obtus, des dynasties de droits divins, etc. Absolument rien. On ne peut pas retenir une mondialisation. Vous savez une chose, c'est que dans quelques années, on n'ira plus voir le médecin pour se faire soigner, parce que notre carte génétique sera détenue par les big data, qui savent tout sur nous, y compris ce que nous mangeons, de quoi nous souffrons. Il n'y aura plus de pharmacie. Les pharmacies seront virtuelles. Ah, elle n'est pas très belle, la mondialisation, vue sous cet angle. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère des technologies du futur, des technologies de la robotique. Nous sommes en train de construire dans les pays développés des sociétés de loisirs. Vous comprenez? Les gens vont prendre beaucoup plus de chances pour mieux vivre, pour mieux se soigner, pour vivre beaucoup plus longtemps. Et restez avec nous.
Adel Jabbar, je reviens à vous dans un moment. Mourad Salhi, sur cette histoire, comme, entre guillemets, comme le pensent les membres de ce régime, cette histoire de samedi, qui vient donc se rajouter aux 2 autres jours du Hirak, le vendredi et le mardi. Rappelons donc encore une fois que le samedi est une journée de travail, comme le mardi, et donc qui est ressenti par ce régime comme le début d'une désobéissance civile active qui puisse complètement paralyser le régime. Qu'est-ce que vous en pensez, Mourad Saleh? Jamaldine. Vous savez, Jamaldine, maintenant le peuple algérien, chaque action qu'il mène, que ce soit donc le soutien aux détenus, donc l'opinion auprès ou bien aux alentours des tribunaux, les sorties donc massives de la femme algérienne le jour donc, de 8 mars, toutes ces actions pas prévues, hein, selon on va dire la vision donc de ces gens qui sont au pouvoir, hein, parce que il faut rappeler qu'ils ont pris l'habitude du vendredi. C'est tranquille, les gens donc ils sortent donc après la prière du vendredi, ils rentrent en fin de journée, on a les ressources, c'est maîtrisé, on s'est habitué, et le samedi c'est une autre journée. Or, depuis donc il y a déjà 2 samedis, donc 2 semaines, le samedi ça commence à les énerver sérieusement. 3 samedis, troisième samedi, Mourad Salhi. 3 samedis. Tout à fait, c'est le 3e samedi. Voilà, que donc ils sont un peu donc bousculés, ils sont fatigués, ils sont sous les nerfs et puis ils ont peur. Donc la peur est liée au régime aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la répression, c'est fini. La fitna entre l'union donc des Algériens, qui soit donc idéologique ou régionaliste ou géostratégique, donc que ce soit du sud, du nord et tout ça, ça n'a pas fonctionné. L'emblème amazigh non plus. La Badissia Novembaria, c'est mes salutations à moi personnellement. Donc tout ça, ça s'appelle des cartes qui ont été cramées, brûlées. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que ce mouvement, soi-disant, il va s'affaiblir. Il ne va pas s'affaiblir ce mouvement parce que ce mouvement a pris un 2e souffle. Vous savez, Jamaldine, tout ce qui fait chaque manœuvre, chaque déclaration, chaque décision, chaque vraiment violence des droits de l'homme, ça rajoute la volonté et ça ramène de plus d'Algériens dans les rues. Donc tout ce qu'ils font, c'est en faveur du Hirak. Je suis contre certains qui disent que le Hirak, il n'a pas rapporté. Au contraire, le Hirak, il est en train de creuser. Il est en train de balayer, il est en train de filtrer aussi la classe et certains politiciens, certaines presses, certains hommes politiques. Donc cette méthode du samedi, et puis, comment dirais-je, donc le pacifisme avec cette persévérance de ce jour-là, je pense qu'elle va vraiment et sérieusement déstabiliser ce pouvoir. Parce que tous les indices, et puis ce qu'on est en train de voir et observer, il va s'effondrer ce régime. Et ça, c'est une certitude. Il va s'effondrer. Vu les déclarations. Oui, poursuivez. Finissez votre phrase. Vu les déclarations. Vous savez, Jamaldine, j'avais donc publié un post quand on a ramené Abdelaziz Mjahed. Sous quels critères on l'a ramené? Vous savez quoi? Ça veut dire que la dernière cartouche... Je rappelle que Mjahed est un général à la retraite et qu'il a été rappelé pour être un conseiller auprès du président, entre guillemets, Tebboune. Voilà, et puis sous quels critères? Est-ce qu'il a arrangé donc la guerre civile au Rwanda? Est-ce qu'il a fait quelque chose à l'international? Est-ce que c'est un militant des droits de l'homme? C'est un tortionnaire. Et ça, c'est un autre débat. Je n'ai pas envie d'approfondir donc la parole dessus, mais j'aimerais juste dire qu'ils n'ont pas de solution. Ce qui est important aujourd'hui, et ce qui est vraiment important, la silmia, il faudrait la renforcer. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Parce que le piège, c'est quoi? C'est de frapper sur l'idéologie, frapper sur l'événement qui s'est passé hier à Al-Borj. Hier, l'image d'Al-Borj, elle était publiée partout, et puis elle était diffusée dans les médias. Qu'est-ce qui s'est passé, Mourad Salhi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé hier, il y avait un match, donc une rencontre entre le Ahl El-Borj et l'ESS Stif,
Après le match, il y avait des émeutes, ils ont tout cassé. Et puis, il y avait beaucoup d'erreurs de la part de ce stratège qui l'a laissé faire. Vous vous rendez compte, Jamel-Din? Il y avait des Algériens, des jeunes, qui sont rentrés dans le stade et puis ils ont commencé à saccager pendant plus d'une demi-heure sans intervention. Tout en sachant qu'aujourd'hui, en Algérie, 2 ou 3 ou 4 militants sérieux qui se réunissent dans un café ou dans une maison, ils sont automatiquement et systématiquement encerclés. Là, je me pose la question. En fait, moi, je vous explique. Le régime, il joue sur l'image qu'il aimerait donc donner et l'image qu'il aimerait, et puis il a envie de voir l'image qui est des émeutes, qui est la violence. Or, que le peuple algérien, il a compris que seul la silmiya, donc le pacifisme, qui les a vraiment déstabilisés et sérieusement. Mais Morad, à Borj Bouharerij plus précisément, puisque vous la citez, tout le monde sait que la police politique, pour l'appeler comme ça, a déjà des antécédents en matière de manipulation, puisqu'il dispose de gros effectifs de Baltagia à Borj, et qu'il paye, comme cela s'est passé la dernière fois. Nous avons même des preuves des Baltagia qu'ils ont payé en téléphone portable, qu'ils ont payé en psychotropes et en grosses plaques de Ztla. S'il s'attaque aux femmes du Hirak et s'il frappe les manifestants. Donc, restez avec nous, Morad Salhi. Moussab, une petite question accessoire avant de passer à une autre. Les policiers, ça fait 1 an quasiment qu'ils n'ont pas pris de congé, qu'ils ne rentrent plus chez eux, qu'ils sont soumis à des horaires infernaux avec la couverture du Hirak. Si maintenant il y a un samedi qui se ramène, les policiers, comment ils vont faire? Ils ne peuvent rien faire parce que à cela s'ajoute aussi la réputation qu'ils ont désormais. C'est une très sale réputation, qu'on se le dise. Oui. Donc, c'est des gens qui frappent les âgés, c'est des gens qui font le sale boulot. Ils ont été formés comme ça et recrutés en fonction de leur disposition naturelle à être comme ça. Hein. Bien sûr, mais donc on peut aussi avoir dans des sociétés, parce que le travail policier est pratiquement partout de la même façon, pour un seul but, mais on peut avoir aussi, par exemple, en Grande-Bretagne, une opinion favorable aux policiers, donc, parce qu'ils connaissent leurs limites. Donc ici, non, ils ont entaché cette fonction à cause de leur sale besogne, et c'est pour ça qu'ils souffrent de cela à plusieurs niveaux. Donc bien sûr, ils ne se reposent pas, ils n'ont pas de congé. Ils ont le versement du salaire très en retard, mais aussi, à la fin de la journée, le policier qui rentre chez lui, quand il traverse le patio et monte les escaliers, il y a le regard des voisins, il y a le regard du quartier, il y a le regard de la famille d'ailleurs. Oui. Parce que même la famille elle a une opinion sur la fonction. C'est vraiment devenu un sale boulot, hein. Aux yeux des Algériens. Mais bien sûr. Les policiers, au début, on disait policiers khawa khawa. Oui. Maintenant, les policiers sont exécrés. Exactement. Pas les policiers des AOP, hein. Je ne parle pas des agents de l'ordre public. Je parle des policiers des anti-émeutes. Anti-émeutes, la répression. Pour taper dans le... Exactement, et c'est pour ça que l'histoire de Tawfiq Hassan, l'ex-policier... Le policier qui a rejoint le Hirak. Mais bien sûr, elle fait peur parce que pour eux, elle est symptomatique. Ça y est, les policiers sont au bout du rouleau, donc ils commencent à se détacher du corps, pire encore, à rejoindre le corps adverse, le camp adverse. Exact. Et c'est pour ça que ça, c'est très symptomatique. Bien sûr, par la même occasion, on incite tous les policiers qui ont une vraie conscience à se détacher de ce boulot et à rejoindre le Hirak. Et tout cela, donc le paysage policier, sécuritaire, il participe aussi de ce dilemme que j'ai appelé tout à l'heure et qui est le dilemme du désarmé. Parce que la police, c'est un instrument aussi entre les mains de la police politique. Mais le dilemme du désarmé, c'est qu'il a un appareil fort qu'il peut utiliser afin de réprimer, mais il n'en est rien, il ne peut pas l'utiliser. Quant à Tebboune, parce que la question a été soulevée, Tebboune, il faut savoir qu'il avait des choix à faire dès le départ. Quand les généraux ont parié sur lui, sa vision a été ou bien je vais suivre la feuille de route de Ahmed Gaïd Saleh et continuer dans le sécuritaire, ou bien je vais essayer de m'arranger avec le Hirak. Pour s'arranger avec le Hirak, donc, il y avait des préalables qui ont été avancés par les politiciens qui lui ont rendu visite.
Et d'ailleurs, D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a dit que Tebboune a satisfait à toutes les revendications du Hirak. Oui, et ça veut dire qu'il l'a déchiré complètement, il n'en tient plus compte. Il a rejeté cette option, maintenant il est du côté sécuritaire, ça y est, donc il a... Pas seulement, et c'est la question que je voulais vous poser justement, parce qu'on nous annonce que les experts constitutionnels qui ont été choisis pour nous concocter un projet de constitution, dont on n'imagine même pas la teneur, ni les orientations, ni qui leur a donné les orientations idéologiques, sociétales, politiques et autres. Donc on nous annonce qu'ils ont fini. Alors c'est eux qui ont choisi le mot, c'est pas moi, que le brouillon est prêt. C'est pas le projet. Ils ont, comment on dit بالعربية le brouillon? مسودة. المسودة جاهزة. جاهزة. المسودة. Ils ont utilisé leur porte-parole, comment il s'appelle déjà? C'est l'aqab. L'aqab. Voilà. Il a dit المسودة جاهزة. Le brouillon, c'est lui-même qui qualifie son projet de brouillon. Donc, ça suppose que nous allons aller donc vers la suite des événements. Soit ils vont le proposer à l'actuel Parlement, puis le soumettre à un référendum, soit ils vont donc dissoudre ce Parlement avant la fin de sa mandature et organiser d'autres législatives. Donc Tebboune n'est pas seulement dans le sécuritaire, il est en train de préparer un truc de projet constitutionnel scélérat. Il est en train de nous concocter des élections législatives scélérates. Donc il n'est pas que dans le ça, en fait, c'est pour lui. Oui. Ses prérogatives, c'est cette tentative de s'accaparer de quelques pouvoirs, c'est pour son statut à lui autant que celui qui réside dans la présidence. En fait, la feuille de route de la présidence de Tebboune, c'était une initiative présidentielle, une commission d'experts qui passe par le Parlement, ensuite référendum. Maintenant, le problème, c'est que lui, il essaye ça. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit que c'est après cela qu'il y aura dissolution du Parlement. Mais concernant le traitement qu'il doit avoir et la position qu'il doit avoir avec le Hirak, c'est là où il a opté pour la feuille de route sécuritaire. Ça ne veut pas dire qu'il l'a choisi de plein gré, ça veut dire qu'il était dans un tandem, mais que finalement c'est l'option sécuritaire des généraux militaires sécuritaires qui a prévalu. Et c'est dans ce sens-là. Sécuritaire ou subversive? Parce que ce qu'il y a de subversion est beaucoup plus présent que le sécuritaire. Quand on voit tout ce qui est entrepris pour diviser les Algériens, tout ce qui est entrepris pour les monter les uns contre les autres, tout ce qui est entrepris pour inciter le Hirak à aller vers la violence, moi je dirais que c'est plus de la subversion, c'est de l'antisécuritaire. Oui, ça reste du sécuritaire, parce que maintenant, ça y est, ce sont des appareils... Sécuritaire dans le sens de manipulation. Mais actuellement, justement, le terme sécuritaire, ce n'est plus le sécuritaire à l'époque de Tawfiq. C'est la manipulation aussi, c'est l'apparatchik. On sait qu'il s'offre pour il se donne pour le plus offrant. Malheureusement, ce sont nos appareils du renseignement actuellement. C'est-à-dire, ce n'est plus cet instrument qui sert la nation pour le contre-espionnage à l'international. Non, ce sont des appareils qui espionnent la population pour des faits mineurs et qui laissent les frontières brûlées. Et c'est ça le problème. Et dans ce cas de figure, le régime, à travers ses options, puisque ça y est, les instruments que le régime a à sa disposition ne fonctionnent plus et sa feuille de route ne tient plus, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce régime est clairement menaçant pour le pays, pour la nation, pour le chaos. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que l'escalade s'impose. Le samedi, ça doit être envisagé avec un seul mot d'ordre, qui est l'escalade, et qu'on doit le réussir. Il doit y avoir sorti le samedi. Le peuple ne doit pas abdiquer, parce que maintenant, eux, ils le prennent comme une question personnelle, les sécuritaires. Ils disent que le Hirak ne doit pas sortir le samedi, sinon c'est notre fin. Eh bien nous leur disons que oui, nous allons sortir, et nous allons le maintenir, et de toute façon, parce après 3 semaines... votre fin. Exactement, et après 3 semaines, c'est bon, il est acquis, il faut aller vers cette escalade. Adel Jabbar, donc les experts constitutionnalistes qui nous apprennent que le brouillon est prêt, pas l'avant-projet, pas le projet, pas le brouillon, le Mesouda. Alors donc, dans le même temps, on nous apprend que le régime est
en train de nous concocter des législatives anticipées juste après la dissolution de l'actuel Parlement. Et donc, vaste programme que celui de M. Tebboune, qui ne s'exprime même pas, qui a ses 100 jours de prise de pouvoir, qui ne s'exprime jamais, qui n'a fait aucun discours à la nation, qui ne se déplace pas, qui n'a pas fait un seul déplacement dans le pays, qui devient quasiment sourd et muet. Au sujet donc de la msouedda, du brouillon de la Constitution. Non, ce monsieur-là n'a d'ailleurs jamais fait sa campagne présidentielle. Puis il a été imposé, il a été désigné par une oligarchie de généraux génocidaires qui l'ont imposé. Dans des pays qui se respectent, nous ne le sommes pas, d'ailleurs depuis fort longtemps, un président élu à 100 jours. On lui donne un délai de grâce, comme la dinde du Thanksgiving chez les Américains, on lui fait de la grâce pendant 100 jours pour le voir venir faire émerger ses idées politiques, s'affirmer en tant que président et prendre en main la situation. Maintenant, pour revenir à ces constitutionnalistes, ils sont dans le déni, comme depuis 62. Le brouillon, moi je dis, les seuls plans qu'a fait ce régime depuis 62, c'est de tirer sur la comète. Ils sont encore dans le déni, ils sont dans l'outrance, et ils veulent continuer encore à construire des maisons par le toit. Ça ne marche pas. Le toit va s'effondrer sur leur tête. On ne peut pas gérer un pays sans son peuple. Ça, c'est parfaitement clair. Et donc, qui ramène ces constitutionnalistes pour nous concocter une tchouka ou une shorba qui savent faire, comme celle de Karim, je sais pas quoi, le gars qui est venu pour discuter avec nous, j'ai oublié son nom, il est tellement insignifiant, qu'ils vont sortir encore avec un texte qui ne prendra pas. C'est une greffe qui ne prendra pas sur ce peuple. Le peuple algérien est dans le rejet total, intégral et massif. Ces revendications sont claires. Les généraux à la caserne, d'où la Madani et Mouch Askari. Vous êtes gentil parce que le Hirak ne dit pas les généraux à la caserne, il dit les généraux à la poubelle. Exact. Vous êtes très généreux et très courtois. Oui, il faut rester courtois pour être différent d'eux, parce que si nous utilisons les mêmes termes, nous allons leur ressembler en barbarie, en sauvagerie. Donc il faut rester quand même réservé et respectueux, surtout pour le peuple algérien et pour les téléspectateurs d'El Maralibia. Que vont-ils nous proposer encore? Que vont-ils nous offrir? Il n'y a rien. Ce pays-là est un brouillon. C'était un paradis en 62. Ils l'ont transformé en enfer. Les Algériens, si vous leur donnez la chance d'embarquer demain pour aller sur la Lune, il ne restera plus personne dans ce pays-là. Donc, Merci. Comme nous ne pouvons pas aller sur la Lune, il faudrait qu'on y reste, qu'on les combat et qu'on les endette. C'est le peuple qui doit prendre en charge son pays. L'économie est ruinée, il n'y a plus d'argent. Nous allons avoir au maximum 20 milliards de dollars cette année. Le déficit budgétaire va s'élever à 30 milliards. Je ne vois pas comment ces gens-là vont pouvoir remplir ce gap-là. Personne ne leur donnera 30 milliards de dollars. Merci Adel Jabbar, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mourad Salhi, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission sur ce sujet de Msouedda, du brouillon que les experts constitutionnalistes se disent prêts à remettre à leurs commanditaires. Oui, Jamel. Écoutez, Jamaldine, j'aimerais juste en bref revenir juste sur le point de ce que vous avez évoqué. Je suis tout à fait d'accord. Hein. On a vu donc c'est clair que la police a bien sûr a exécuté des ordres qui ne devraient pas. Maintenant, la question aujourd'hui, avec ce pacifisme, on préfère maintenant. On n'a pas, en fait, le peuple algérien, il ne voudrait pas ouvrir un front avec la police, avec l'armée du tout. On aimerait leur dire que votre avenir, vous la police, vous les gendarmes et vous, donc la base, donc l'armée, on a besoin de vous et vous avez besoin de votre peuple. Il est temps maintenant, intelligemment, de donner et puis donner et continuer à donner la fleur. Peu importe, Jamel, le peuple algérien, il voudrait rentrer dans l'histoire. On va continuer à leur offrir des fleurs au lieu de les insulter. C'est le tas. Bon, ça c'est à mon avis.
Maintenant, si on revient vers le brouillon, tout à l'heure, ça m'a rappelé le jugement de Ouyahia quand le juge lui a posé la question concernant une somme faramineuse dans son compte. Donc son compte, il abritait donc une somme. La réponse, c'était qu'il ne savait pas d'où venait cet argent. Écoutez Jamaldine Ben Chenouf, l'Algérie, c'est plus sérieux que l'Agab, avec tout le respect de sa personne. Et l'Algérie, c'est plus sérieux que les sécuritaires au pouvoir. Et l'avenir des Algériens et le peuple algérien ont décidé ainsi. On va continuer notre révolution avec le sourire, avec tous les moyens pour saboter, on va dire, saboter l'intérêt du tyran, donc taurien. On va saboter dans le pacifisme en rajoutant le samedi. On va essayer de les presser pacifiquement pour s'imposer et pour aller vers la victoire qu'elle est juste en face. Jamal el-Din, on est tous optimistes, elle est en face cette victoire. Merci Mourad Salhi, merci Moussab Hammoudi, merci Adel Jabbar. Le mot de la fin. Juste pour le mot de la fin, donc en fait maintenant il y a un mot d'ordre du régime qui est atténuer le Hirak. Le Hirak doit avoir aussi un mot d'ordre qui est accentuer le Hirak et aller vers l'escalade totale, pacifique, avec la manière qu'on sait faire. Donc il faut maintenir le samedi. La pression elle sera d'ailleurs du Hirak national et international aussi. Donc il faut considérer que le samedi c'est une autre bataille d'Alger qu'on va remporter, que le peuple va remporter parce que nous on connaît nos revendications et ils doivent partir du paysage politique. Et au niveau de l'international, vous qui êtes l'un des acteurs de la place de la République, vous pensez trouver un autre mode d'escalade, comme vous dites? Absolument, les modes sont plusieurs, on en a réfléchi, on a déjà plusieurs options dans tous les cas de figure, parce que par exemple ici, les autorités françaises interdisent les rassemblements, paraît-il, de plus de 1000 personnes. On a trouvé aussi un autre moyen qui est de se rassembler par 999 personnes et aller dans toutes les directions de la ville de Paris. Et pourquoi vous ne manifestez pas devant l'ambassade? Pourquoi vous ne manifestez pas devant l'Élysée? Pourquoi vous ne manifestez pas devant l'Assemblée nationale française? Tous ces modes sont en train d'être étudiés. Il y en a qui sont déjà validés, qui sont en cours et qui auront lieu. Merci Moussab Hammoudi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. زوج كلمات خاوة خاوة سلمية سلمية الشيء اللي باقي مش كيما الشيء اللي فات. بقوا على خير بارك الله فيكم. يا لا لا يا لا لا دور الريح ويدور الحالة نار بال وانت تبلعك العقو بالي يا لا لا الموحي يعيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال وجهك صحيح تهضر في الريح لزافر ماشية الخربة راشية والنية راها خافية ولادك في الريح الزوالي في وسط العافية نيران وقادية سفينة تغرق وغادية حفرتو في السقف نيتو الحبس كاع الأحرار محكومين ثابت الرخاص اختلاف كل رشوة سلاطين زلق الفاس شوف الراس من رايح بينا وين يدب الفاس ما تحب الناس حامي في عز الراقين كنتشبد روحك ماشي خير تشوفيني غابة غطير يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير الحالة نار بال وانت تبلعك العقو بالي يا لا لا الموحي يعيط للاستقلال البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال